En 2019, je voyageais en Asie pour la toute première fois, pour mon semestre à l'étranger, mon semestre de fin d'études, que j'allais passer à Kuala Lumpur, en Malaisie, dans une université malaisienne, à la place de mon école d'ingénieur, donc dans le cursus en fait de mon programme d'école d'ingé. Donc première fois en fait que je pars hors Europe, il me semble, possible. En tout cas tout seul, que je pars hors Europe tout seul, grande première fois, grand premier très long voyage en avion, etc. Et pour une longue période également. Alors j'habitais déjà plus chez mes parents, je vivais seul dans un appart à Paris, etc. Donc il n'y avait pas ce côté-là non plus. Mais voilà, je pars un petit peu en Malaisie à l'aventure, faire mon semestre à l'étranger, et je passe 6 mois excellents, vraiment presque pas. Même aujourd'hui, ça, je les vois presque comme les 6 meilleurs mois de ma vie, comme une très bonne période de ma vie où vraiment je me suis éclaté, etc. Donc vraiment, bon, la vie d'étudiant en Erasmus, beaucoup de soirées, beaucoup d'alcool, etc. Beaucoup de gonzesses à l'époque. Beaucoup de tout, une vie sans trop de cohésion, sans fil rouge. Je me lève des fois il est 16h, enfin ça n'a pas grand sens, mais je m'éclate. Je vais en cours quand il faut, on voyage tout autour, on va en Thaïlande, aux Maldives, à Bali, etc. Enfin vraiment 6 mois incroyables. Je rentre en France, janvier 2020. Il fait froid en janvier 2020. En France en tout cas, et comparé en Malaisie où en janvier il fait toujours très chaud. En France il fait froid. Je rentre chez mes parents en premier, et ensuite je dois chercher mon stage de fin d'études. Donc je cherche mon stage de fin d'études que je trouve sur Paris, à Asnières. Donc je remonte sur Paris, je cherche un appart sur Paris parce que j'avais rendu mon appart, etc. Je cherche un appart sur Paris. Je commence à travailler dans une petite société de gestion de portefeuille en tant qu'assistant gérant. Bon, voilà, c'est un petit stage comme ça. Je fais rien de foufou. Au bout de 2 semaines, annonce du confinement, du premier long confinement. Du coup, en fait, dans mon stage, un peu la panique parce que c'est vraiment une toute petite boîte familiale. Hein. Donc, ils installent un disque dur sur mon ordi pour que je puisse travailler en remote, que je puisse faire du télétravail. Je teste quelques jours de chez moi, on voit que ça marche. Et du coup, je vais me confiner en fait chez mes parents à Clermont-Ferrand. Première fois que je reviens chez mes parents durant un laps de temps aussi long, avant cette période-là. Je reviens du coup les 2 mois du confinement, où pendant 2 mois, je reviens chez mes parents, je peux pas sortir de chez moi, etc. Donc je passe vraiment en très peu de temps de la vie d'artiste en Malaisie à rester chez mes parents, à faire que travailler. Bon alors, c'est pas le pire, hein, honnêtement. Je suis très content d'être confiné là au lieu de dans mon 18 mètres carrés à Paris. Mais le fait est que pendant 2 mois, je paie le loyer d'un 800 balles d'un appart à Paris pour rien. Et bon, après, entre-temps, du coup, je suis chez mes parents, je profite. À cette époque, on doit être peut-être avril-mai. Il ne doit pas encore y avoir la piscine, je pense. Mais en tout cas, voilà, je fais ma vie. C'est mieux d'être confiné là que dans mon appart à Paris, quoi. Et ensuite, pendant pas mal de temps, c'est ça. Après, je remonte à Paris. Après, il y a un deuxième confinement. Je retourne chez mes parents, etc. Bon, c'est un peu, je fais mi du télétravail, mi du présentiel. C'est la période un peu Covid. C'est un petit peu bizarre. Faut savoir aussi ce que j'ai pas raconté, c'est que à cette période, j'avais rencontré une fille en Malaisie que j'ai dû quitter parce que je rentre en France pour faire mon stage de fin d'études, etc. C'était une fille que j'aimais beaucoup. Donc j'avais rencontré en Malaisie, on n'avait pas passé beaucoup de temps ensemble, mais voilà, on continuait à se parler, etc. Et voilà, ensuite passe donc c'est la période du Covid, on peut pas trop voyager, on peut pas, enfin c'est un peu spécial comme période. Et je commence un nouvel emploi du coup à la fin de mes études en tant que gestionnaire de portefeuille. Pas du tout, j'ai dit de la merde, en tant que gestionnaire de patrimoine, ce qui est très différent de gestionnaire de portefeuille. Gestionnaire de portefeuille, c'est un peu plus voilà, des investissements, c'est vous qui allez gérer le portefeuille d'un client avec des EPCVM, etc., des produits financiers. Donc c'est quelqu'un qui vous confie votre argent et vous allez le placer, etc. Gestionnaire de patrimoine, c'est assez différent. Alors ça se veut être la même chose, mais en gros, vous êtes
sur papier, vous vous appelez gestionnaire de patrimoine, mais vous êtes en gros un courtier en assurance. C'est-à-dire que votre job est un job purement commercial, pas du tout technique, et vous avez déjà les produits qui sont déjà proposés, en fait, qui sont partenaires de la boîte de gestionnaire de patrimoine avec laquelle vous travaillez, et vous allez juste essayer de vendre ces produits à quelqu'un. Ce qui fait que le travail est uniquement un job commercial, ce qui veut dire costard cravate, ce qui veut dire aller dans un... Alors tout se fait en remote, mais je suis quand même obligé de faire 1 heure de route aller, une heure de route retour, et de passer 12 heures de ma vie dans leur bureau. Parce que voilà, c'est la politique de la boîte, etc. Et le tout en tant qu'indépendant, c'est-à-dire qu'on est payé uniquement en commission et qu'on n'a pas de salaire fixe. Donc pendant 3 mois, ma vie, c'est je me lève le matin, je fais 1 heure de route, je fais un taf que je déteste parce que c'est appeler des gens au téléphone, essayer de prendre rendez-vous avec eux en mentant. On racontait des mensonges au téléphone, enfin on avait une trame mais qui disait pas la vérité, et pour essayer en fait d'embrouiller un peu la personne pour essayer de prendre rendez-vous avec eux. Et ensuite dans le rendez-vous on avait un truc en entonnoir pour essayer de leur vendre des assurances, etc. Voilà. Et on n'était pas payé jusqu'à temps qu'on signe le contrat avec le client. Donc des fois en fait on revoyait la personne pendant 1, 2, 3 rendez-vous avant d'être capable de signer quelque chose. Et du coup pendant 3 mois, ma vie c'est je me lève à 8h, j'appelle des gens random au téléphone, je fais des rendez-vous avec des mecs qui annulent 1 fois sur 2 parce qu'ils s'en rappellent plus, on leur envoie des... Enfin c'est un job commercial et c'est chiant. Enfin, en tout cas moi c'est pas mon truc. Où toute la journée en fait je dois rester sur place, j'ai pas envie de taffer. À cette époque-là, je prends des pauses et du coup je fume. Et quand je rentre chez moi, 19h, c'est déjà l'heure du couvre-feu, parce qu'il y a un couvre-feu à cette époque. Et je peux pas aller à la salle. Les salles de sport sont sûrement fermées d'ailleurs dans cette période. Et je bois de l'alcool. Je bois de l'alcool seul le soir, parce que en fait, s'il est 19h, je peux plus sortir, je peux juste aller, j'ai rapidement le temps peut-être d'aller faire les courses avant que le couvre-feu, que tout ferme. Et le seul truc que j'ai à faire chez moi, je peux pas inviter de copains, je peux pas inviter de copines, je peux pas sortir, je peux pas aller à la salle de sport, etc. Et mon seul refuge, c'est de me mettre 2 bouteilles de vin tous les soirs. Pas tous les soirs. 1 soir sur 2, peut-être un peu plus. Et voilà, c'est ça pendant 3-4 mois. Où vraiment je déprime, je me sens pas bien. Et au bout de 3-4 mois, je décide finalement de dire ça. En plus, au bout de 3-4 mois, j'ai gagné quasiment 0 € parce que ça met du temps à se lancer, du coup, à avoir tes clients, tes prospects, etc. Donc, en 3 mois, en fait, j'ai vécu l'enfer et j'ai rien gagné. Donc, pas terrible. Au bout de 3 mois, je décide d'arrêter. Je trouve un taf en tant qu'intérimaire qui est un peu plus dans le domaine de la finance que ce que je faisais avant, qui est pas un taf commercial en tout cas, qui est c'est pas super bien payé mais c'est une bonne planque, et je fais ça pendant 1 an. Donc ça va un peu mieux après ça. La période du Covid se tasse un tout petit peu. On est en 2021, je passe 1 an dans ce taf, etc. Je garde toujours un peu l'habitude de boire chez moi seul le soir. Et le week-end, je continue à faire des soirées, à boire toujours beaucoup d'alcool, etc. Et c'est une habitude que j'ai vraiment commencé à prendre en fait durant cette période du Covid où je faisais un taf que j'aimais pas et que j'ai gardé en fait pendant une grosse partie de ma vie jusqu'à ce que je revienne en fait de Bali chez mes parents à Clermont-Ferrand. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quand je suis revenu, en fait, ce qui a fait que j'ai vraiment réussi à arrêter cette mauvaise habitude. Bon, j'avais réduit déjà avant, je le faisais beaucoup moins, mais je le faisais toujours de temps en temps. Et je buvais déjà trop fréquemment, et quand je buvais, j'avais ce truc de être incapable, en fait, de boire 2 verres et de me dire « Oh, ok, c'est bon, je vais boire un petit verre à table ». J'étais incapable de faire ça, ou j'étais incapable de sortir avec un ami, boire 2-3 bières et de rentrer et de me dire ah c'est bon, je vais me coucher, etc. J'étais incapable de faire ça. Je sortais boire 2-3 verres avec un ami, je rentrais chez moi. Il fallait que je me termine, il fallait que j'ouvre une bouteille, que j'aille à l'épicier du coin. En plus, l'an dernier, du coup, j'habitais à Birmingham, il y avait des épiciers qui étaient ouverts tout au long de la nuit. Enfin, c'est très très simple en fait d'avoir de l'alcool à n'importe quelle heure.
Et voilà. Minimum, même l'an dernier, quand je vivais en Angleterre, minimum 2-3 fois par semaine, c'était ça. Et c'était boire jusqu'à ce que je sois vraiment très ivre, jusqu'à ce que je sois bourré, même des fois jusqu'à me faire vomir. Et le lendemain, voilà, pareil, en fait, toute ta vie tourne autour un peu de ça, parce que le soir, soit tu bois, soit tu te dis non, ok, faut pas que je boive, etc., et que tu penses qu'à ça. Et le lendemain, soit t'es en gueule de bois, soit en fait s'il y a un jour où t'as pas bu la veille, tu te sens pumper up et tout, je vais faire du sport, etc. Et du coup, en fait, vu que je me sens bien, j'ai envie de boire le soir, ce qui n'a aucun sens en fait. Et en fait, toute ta vie tourne autour de ça, c'est-à-dire que moi, j'étais quand même déjà très sportif. Mais je commençais déjà à me renseigner un petit peu sur la santé, etc. Je commençais à faire des efforts au niveau de mes habitudes et tout. Sauf que en fait, je gâchais tout à côté par ma consommation d'alcool, parce que toutes les mauvaises habitudes que je faisais étaient plus ou moins liées en fait à ma consommation d'alcool. C'est-à-dire que le tabac, je fumais quand je buvais. La nourriture, en fait, je mangeais équilibré, je mangeais très bien quand j'étais sobre, mais dès que j'étais bourré, j'allais j'allais pas au KFC, je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était un truc de poulet frit à côté. Enfin, j'allais manger fast-food. Le lendemain, pareil, si j'étais en gueule de bois, voilà, fallait que j'aille chercher un fast-food ou une connerie comme ça. Ou même des fois, j'avais la flemme de juste descendre en bas de chez moi. Je me faisais commander pour que le mec y monte, parce que en fait, j'étais tellement en gueule de bois devant mon ordi et tout, à regarder une série que même juste descendre en bas de chez moi, c'était un effort déjà démesuré. Et voilà, tout en fait, les mauvaises habitudes de ma vie tournaient autour de ce truc, de cette addiction en fait. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai finalement réussi à arrêter de boire ou à drastiquement réduire quand je suis rentré ici? Ça va être différentes choses et que je vais vous expliquer là tout de suite. Premièrement, ça a été le changement d'environnement. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est super important en fait pour se débarrasser des addictions. Changer d'environnement, c'est vraiment top, parce qu'en fait, on se débarrasse de toutes les anciennes habitudes qui étaient liées à l'addiction. Voilà, mon épicerie, c'est pas la même. Je savais exactement où j'allais acheter de l'alcool, à quel moment j'allais acheter de l'alcool, quels étaient les horaires d'ouverture, etc. Où acheter des cigarettes si j'avais plus de cigarettes. Là, j'ai plus ça. Je suis à Clermont-Ferrand. S'il est 2h du matin et que je veux acheter de l'alcool ou des cigarettes, je peux pas, hein, clairement. donc déjà ça, toutes les habitudes un petit peu disparaissent. Toutes les anciennes fréquentations disparaissent. Les personnes avec qui je buvais de l'alcool, etc. Donc c'est l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles activités, de rencontrer de nouvelles personnes qui, elles, boivent pas d'alcool, et de te présenter à elles comme quelqu'un qui ne boit pas d'alcool, voilà, de se faire des sorties qui n'impliquent pas d'alcool, et du coup, dans la tête de ces personnes, tu es quelqu'un qui boit pas forcément. Et du coup, même la première fois où j'ai bu peut-être un petit verre de vin avec certaines personnes que je connaissais depuis longtemps, elles me disaient, ah, tu bois de l'alcool et tout, parce qu'elles m'avaient jamais vu boire auparavant, parce que du coup, dans leur tête, j'étais quelqu'un qui ne buvait pas d'alcool. Et c'est ce qu'il faut chercher à faire en fait. Ce qu'il faut chercher à se présenter en fait comme une nouvelle personne, c'est un peu la beauté du fait de pouvoir changer d'environnement comme ça, c'est de se réinventer un petit peu. Alors pas complètement, il faut pas changer. Pardon. Bon, un petit verre d'eau. Ça veut pas dire changer totalement votre personnalité, mais la retravailler et enlever en fait les éléments qui vous plaisent pas, et essayer de vous réinventer, ça vous permet de faire une mise à jour d'un nouveau modèle de vous. C'est-à-dire les gens vous connaissent pas ou vous connaissent plus, parce que je connaissais des gens à Clermont, mais quand vous venez 10 ans après, vous êtes évidemment pas la même personne, et au bout de 10 ans, même les personnes que vous connaissiez avant, elles s'attendent pas non plus à ce que vous soyez la même personne. Donc même si vous venez à un endroit où vous étiez déjà, si vous revenez longtemps après, ça marche également en fait. C'est pas obligé d'être un nouvel endroit à chaque fois, mais il faut que ce soit sur une longue période. Du coup, si c'est un endroit où vous êtes déjà allé. Donc voilà, vraiment changer d'environnement, parce que ça va décaler toutes vos habitudes, faire de nouvelles connaissances, faire de nouvelles rencontres, faire de nouvelles activités qui n'impliquent pas de l'alcool. Au niveau de nouvelles activités, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à la danse. Et alors j'ai continué toutes les activités sportives que je faisais, le jiu-jitsu brésilien, la musculation. Je me suis mis même à faire un peu. Eh bien, je me suis mis même à faire un petit peu de natation, etc. Et je me suis mis à la danse. Et la danse, en fait, c'était un super moyen de sortir le soir sans boire d'alcool.
Déjà, la principale raison, c'est que j'y allais en prenant ma voiture. Hein. Là où sur Paris ou à Birmingham, pour sortir, c'était juste en bas de chez moi. Là, j'habite dans un bled où vraiment il n'y a rien à proximité. Donc si je sors, forcément, il faut que je prenne la voiture. Donc déjà, ça me met un frein, sans mauvais jeu de mots, à ma consommation d'alcool, parce que du coup, je sais que je prends la voiture et que je vais pas boire. Donc ça, c'était vraiment une aide, parce que voilà, dès que je sors en ville ou ailleurs que chez moi, globalement, je vais pas boire d'alcool parce que j'ai la voiture et que je bois pas quand je conduis. Ce que vous devriez tous faire. Et donc déjà ça, et le fait en fait d'avoir même si vous allez dans un bar, un lieu où il y a beaucoup d'alcool, où les gens boivent, etc., en fait, le fait que vous y allez pour une activité concrète, et qui est en plus une activité physique quand même, c'est pas vraiment un truc sportif, etc., mais ça m'arrive de quand même, surtout là quand il fait chaud, et que je danse beaucoup d'affilée, je transpire un peu quand même. Et ça donne soif, etc., et soif, pas forcément de l'alcool, du coup, parce que vous êtes vraiment déshydraté, vous avez transpiré, et du coup, ça me donne soif vraiment plus de l'eau. Et du coup, la danse, c'était vraiment un bon moyen, en fait, de déjà rencontrer de nouvelles personnes, de garder une vie sociale sans alcool, d'avoir une nouvelle activité sans alcool et de sortir le soir dans des bars, donc avoir une vie nightlife entre guillemets, même si quand je danse je rentre rarement tard, mais des fois ça m'arrive de sortir exceptionnellement jusqu'à minuit, 1h, 2h sans boire d'alcool, alors qu'avant, vraiment faire la fête, aller en soirée jusqu'à 2h du matin sans boire, mais c'était dans ma tête impossible. Et en fait, le fait que vous y allez dans un but qui n'est pas juste le but de boire, de sortir, de faire la fête, mais vraiment dans le but de danser, qui est une activité liée à ça, ça change tout. Donc, ce que je peux conseiller, en fait, si vous allez en soirée et vous savez que va y avoir de l'alcool, etc., et que vous voulez pas forcément boire de l'alcool, il faut que vous ayez une activité un petit peu de prévue. Donc, par exemple, en fait, si vous faites de la danse, vous pouvez y aller pour danser. Bon, vous pouvez y aller, en fait, vous pouvez y aller pour parler aux gens, etc. également. Mais ça, très souvent, c'est quelque chose qui est plus facile à faire avec de l'alcool. Et on va avoir des discussions un peu moins profondes si on n'a pas bu. Et c'est toujours un peu compliqué parce que, surtout si les personnes en face ont bu et vous non, ça peut rajouter de la friction. Et puis, c'est vrai que l'alcool, ça désinhibe dans ce contexte-là. Mais je veux dire, en soirée, si vous allez dans un bar, il y a toujours des jeux de fléchettes, des billards, des baby-foot, des choses comme ça, qui peuvent être des bonnes activités à faire à vous en soirée. Voilà, si vous ne buvez pas d'alcool, vous êtes le mec qui se déplace un peu partout, qui fait des activités, qui va parler un petit peu à tout le monde, qui est pas forcément ici avec sa table, avec sa pinte tout le temps. Voilà. Et j'ai trouvé que moi, pour en tout cas la danse, c'était vraiment une super activité pour ça. Et comme dernier conseil de cette vidéo, pour pas qu'elle soit trop longue, je ferai vraiment un cours vraiment détaillé en fait sur les addictions, comment se débarrasser des addictions, etc. Dans mon programme, il est en description. Mais comme dernier conseil là dans cette vidéo, je vais vous dire de rajouter de la friction en fait à votre addiction. Donc là, je parlais beaucoup d'alcool, mais dans le cours que je vous ai dit, je parlerai vraiment des addictions de manière générale. Rajouter de la friction dans mon contexte, ça a été en fait de revenir vivre chez mes parents. Ça a été la plus grosse friction, on va dire, parce que déjà, mes parents, voilà, si je vais pas manquer 2 bouteilles de vin devant mes parents, en fait. Voilà, donc si j'habite chez eux, c'est soit je vais boire en cachette, ce qui est pas ouf. Si je bois, je vais avoir envie de fumer, donc je vais fumer en cachette également, ce qui est pas ouf. Donc voilà. Et vu que j'ai pas envie en fait de tout faire en cachette, de me cacher, et en plus mes parents, voilà, si je me lève à 11h le lendemain avec la gueule de bois, etc., bon, ils vont le remarquer, tu vois, ils vont me dire, bon, qu'est-ce que t'as fait hier, etc. Donc en fait, le fait de revenir habiter chez mes parents pendant un certain temps, ça a été une aide folle, parce que ça a rajouté énormément de friction à mon addiction. C'est-à-dire que je pouvais plus boire chez moi déjà, parce que j'étais plus chez moi, enfin plus seul chez moi. Voilà, je pense que ça a été la plus grosse friction, parce que du coup, en fait, déjà, le peu de fois où je buvais de l'alcool, ou vraiment, et du coup, c'est devenu très rare, parce que je savais que potentiellement, si je prenais 1 ou 2 verres de vin rouge à table, ce que font mes parents de temps en temps, ça allait potentiellement me donner envie de boire plus, et si je buvais plus, ça allait me donner envie de fumer, et si je fumais, ça allait me donner envie de boire plus. Enfin, c'est un méchant cercle vicieux. Et du coup, juste je le faisais pas, ou alors vraiment exceptionnellement, je me prenais un verre de vin rouge et je me limitais ça, et du coup, ça m'a pas mal aussi appris à me dire, en fait, je peux boire juste un verre et m'arrêter là, c'est ok. Ce que avant, en fait, j'avais énormément de mal. Donc ça a été la plus grosse friction, en fait,
Ça a été vraiment de revenir chez mes parents, et ça a été d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que j'ai changé d'environnement et en plus je me rajoutais de la friction, c'est-à-dire que voilà, j'ai des parents chez moi, du coup je bois pas d'alcool. Et après il y a la friction aussi du fait que je suis à Clermont-Ferrand, si les magasins sont fermés, s'il est tard le soir, je peux pas aller acheter de l'alcool. Si j'ai plus de cigarettes et que j'ai envie de cigarettes, je peux pas acheter des cigarettes à n'importe quelle heure, etc. Si je dois sortir, etc. Si je veux sortir, il faut que je prenne la voiture et je peux pas prendre la voiture si j'ai bu. Donc tout ça en fait, ça a été des éléments de frottement rajoutés à la direction, et c'est ce qui fait que en fait au jour le jour, en fait j'y pense pas, j'ai pas envie de boire, etc. Et surtout au bout de maintenant, là, ça fait quand même presque un an que je suis là. Du coup c'est redevenu un peu une habitude de vie où voilà, je bois presque plus, etc. Mais même au tout début où ça aurait dû être dur, ça l'était pas forcément parce que c'était naturel. En fait, c'est presque que je pouvais pas à cause de ces frottements. En fait, même si j'avais voulu et que j'avais pas eu même si j'avais pas eu une motivation d'arrêter de boire, etc., ça aurait été très dur de le faire quand même. J'aurais dû me cacher, j'aurais dû trouver des stratagèmes, etc. Donc forcément, en fait, si en plus de ça, on rajoute en fait la motivation et l'envie vraiment de se débarrasser de l'addiction, en fait, tous ces frottements vont vraiment aider, et ça devient beaucoup plus facile parce que au lieu de devoir faire un effort pour pas le faire, vous devriez faire un effort pour le faire. Donc si déjà en fait vous vous motivez un peu à pas le faire, vous avez, et que en plus il y a des choses qui vous en empêchent, ça devient beaucoup plus facile en fait. Voilà, c'est les principaux conseils que je voulais donner par rapport aux addictions, en tout cas par rapport surtout à l'alcool dont j'ai parlé dans cette vidéo. Et voilà, c'est une vidéo assez personnelle parce que je parle de mon histoire avec ça, et il y a peu de gens à qui j'en ai parlé, à part des gens très proches, donc ça me fait un peu bizarre de faire une vidéo avec ça. Je me montre assez vulnérable devant vous, mais voilà, je me dis que si je peux aider d'autres personnes qui ont été dans mon cas, donc ouais, pareil, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me poser des questions, s'il y a des trucs dont j'ai pas parlé dans cette vidéo, que vous voudriez que je parle dans une autre vidéo, ou même si je peux vous répondre en commentaire pour vous aider, n'hésitez pas. Allez, salut!